Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Selon le communiqué du gouvernement, les élèves de l'enseignement général et de l'enseignement technique reprennent le chemin de l'école le 2 novembre. L'État a demandé à tous les partenaires et à tous les acteurs d'apporter leur contribution pour une rentrée scolaire réussie et apaisée. Les organisations de la société civile actives dans le domaine de l'éducation, regroupées au sein de la fêtière qu'on appelle Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, la coalition qui est composée des syndicats d'enseignants, des associations des parents d'élèves, des réseaux des médias, des organisations de femmes, de jeunes, de personnes handicapées, eh bien, la coalition va dévoiler au cours de cette émission ses contributions pour une rentrée scolaire réussie. Pour en parler, j'aurai deux invités. Vous aurez l'occasion de les découvrir. En tout cas, je vais dévoiler leur nom d'ici peu. Débat thématique, c'est dans un instant. Je le disais tantôt, le 2 novembre, nos élèves vont reprendre le chemin de l'école. Et les organisations de la société civile regroupées au sein de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, représentées ici par deux invités, de ma droite vers ma gauche, Madame Denise Oumado. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. À ma gauche, c'est un habitué du plateau de la TVT, M. Kanetom Kofi. M. Kanetom, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes votre organisation est membre de la coalition, c'est la FESET. Et vous allez nous dire au nom de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, comment vous comptez soutenir les efforts de l'État pour que nous puissions avoir une rentrée scolaire réussie. Première question, le 2 novembre, pensez-vous que cette date est pertinente pour la reprise des classes? Encore une fois, merci M. Marcel pour l'invitation. Et la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et salue la date du 2 novembre retenue pour la rentrée scolaire. Nous trouvons cette date pertinente dans la mesure où les élèves, nos enfants, ont déjà passé de longs mois de vacances à la maison. Ils ont passé pratiquement 6 à 7 mois à la maison parce que l'avènement du Covid-19, c'est depuis mars 2020. Et cette date est venue à point nommé pour que nos enfants retrouvent le chemin des classes, retrouvent leurs maîtres, leurs amis et leurs camarades. Donc nous trouvons que cette date est bien choisie. Nous avons également trouvé cette date pertinente parce que depuis juin 2020, plus précisément depuis le 15, le gouvernement a décidé de rouvrir les établissements scolaires. Donc cette réouverture a permis d'expérimenter l'adoption des mesures barrières aussi bien par les enseignants que par les élèves, ce qui a permis à ces acteurs de l'école de savoir comment se comporter dès la reprise. Donc les retours qui nous sont venus, nous avons écouté et c'est prometteur. Les élèves, c'est vrai, ils n'ont pas tout de suite compris l'importance d'adopter les mesures barrières, mais avec la sensibilisation des enseignants et avec l'aide des parents d'élèves, ils comprennent petit à petit que leur santé en dépend et ils ont commencé par adopter justement les mesures barrières. Merci madame. Alors monsieur Kanetom, madame Denise vient de le dire, la coalition est en accord avec la date proposée par l'État. Je crois que c'est votre point de vue également. Nous avons passé au crible tous les problèmes qui pourraient se poser et miner cette rentrée et en définitive, nous avons sorti que c'est une date pertinente parce que Madame Denise l'a commencé par le dire, ça répond à l'urgence de démarrer cette rentrée parce que nos enfants, surtout ceux qui ne sont pas dans les salles d'examen, ont tellement passé le temps à la maison. La deuxième chose qu'elle a évoquée, c'est qu'il y a eu une expérimentation de reprise en période Covid qui a réussi puisque le temps de cette reprise-là qui a permis de préparer les examens, nous
nous ont conduit à comprendre qu'en rentrant, cette fois-ci, les enfants pourront adopter les mêmes comportements qu'ils ont adoptés pour pouvoir passer les examens avec 0 cas de contagion ou de contamination. Maintenant, l'élément qui soutient encore la pertinence de cette date, c'est le temps d'apprentissage qui doit permettre de pouvoir passer la totalité des contenus des programmes scolaires. Donc, si on ne reprenait pas le 2 novembre, on risquait avec les contenus de ne pas aborder tout avant la fin de l'année. Il y a également le fait que le Togo appartient à un grand groupe que nous appelons l'UEMOA, où toutes les écoles, tous ces pays font l'objet d'harmonisation des dates des examens. Et si jamais nous ne rentrons pas le 2 novembre, c'est que nos examens vont se passer avec un retard sur les dates limites dans la sous-région de l'UEMOA. Ça va obliger nos enfants, quand ils auront ces diplômes, de ne pas pouvoir passer les examens qui seront ouverts sur le plan international, parce que c'est des concours qui sont lancés à des dates. Si entre-temps, nous n'avons pas encore fini et que les concours étaient lancés, ça veut dire que nos enfants seront pénalisés. Donc voilà pourquoi nous soutenons que le 2 novembre est une date pertinente pour que cette rentrée advienne. Merci. Fidèles téléspectateurs, je crois que les arguments avancés par mes deux invités vont dans le sens de soutenir la date proposée par le gouvernement. Vous savez qu'il y aura une rentrée administrative d'abord dans un premier temps le 26. La rentrée scolaire avec la présence effective des élèves sera le 2. Cette rentrée va se passer dans un contexte assez particulier où certains élèves avaient déjà expérimenté les apprentissages dans le contexte de la Covid avec les mesures barrières. D'autres l'ont fait à la maison, ceux qui étaient en classe de passage, depuis le CP1 jusqu'au CM1 et de la 6e en classe de 4e. Ceux de la seconde également. Eux, ils n'avaient pas repris puisque les examens ne les concernaient pas. Maintenant que la rentrée va se passer dans le contexte de la Covid-19, pour tous, il faudrait absolument que chacun d'entre eux développe le réflexe. Nous allons parler, chers invités, de la reprise des apprentissages dans le contexte de la Covid. Pensez-vous que les élèves vont pouvoir adopter tous les réflexes qu'on attend d'eux pour éviter la contamination? Nous pensons que nos élèves, les enfants peuvent adopter les réflexes. Lorsque les classes étaient ouvertes en juin, ça ne concernait que là, ceux qui passaient les examens. Oui, mais en amont, il y a des séances de sensibilisation qui sont organisées, aussi bien par les parents d'élèves, par les associations, pour pouvoir les sensibiliser. Et par l'État aussi. Et par l'État, bien sûr, avec la contribution des médias, pour sensibiliser les élèves sur l'adoption des mesures barrières. Pas seulement à l'école, mais même à la maison. Lorsqu'il veut sortir, par exemple, pour aller payer quelque chose, bien pour aller au marché, il doit porter, par exemple, des cache-nez, adopter les gestes barrières, ne pas toucher leurs camarades de jeu, par exemple. Donc, la sensibilisation a commencé depuis la maison avec la contribution des médias, bien sûr, et nous pensons qu'avec l'accentuation de ces sensibilisations dès la rentrée par les enseignants, par les parents d'élèves, ils auront intégré ces habitudes dans leur comportement et ceci va lutter contre la propagation de la maladie. Voilà. Monsieur Caneton, vous avez été enseignant, vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine de la gestion des élèves, que ce soit ceux du préscolaire, pendant la récréation surtout. Alors, les inquiétudes qui sont soulevées par certains acteurs de l'éducation, c'est au niveau de la gestion des élèves du préscolaire et surtout les tout-petits du primaire. Oui, naturellement, comme Mme Denise vient de le dire, il y a eu beaucoup de sensibilisation en la matière
Mais vous, en tant que journaliste, vous le savez bien, que vous avez toujours déploré que malgré ces sensibilisations, malgré tout l'effort qui est donné, les gestes-là, tardent à rentrer dans les habitudes, puisque c'est des habitudes, de nouvelles habitudes, et que ça ne s'implante pas facilement. Donc ceci suppose qu'à la rentrée, il va falloir une bonne dose de choses au niveau des enseignants, de protection et puis de sensibilisation, d'accompagnement des enfants pour qu'ils puissent acquérir ce réflexe et l'intégrer, l'intérioriser de façon à ce qu'ils puissent le demander. D'ailleurs, la coalition a fait une séance d'observation le 5 octobre, journée mondiale des enseignants. On va en parler tout à l'heure. Ok. Donc, au niveau du préscolaire, des élèves du préscolaire, est-ce que ça va être facile de gérer? Oui, là, ça va être un peu difficile. Je pense que c'est pour cela qu'il est dit aujourd'hui que le nombre d'enfants à accueillir dans les écoles ne doit pas dépasser 15 élèves pour permettre aux institutrices, aux éducatrices des jardins de pouvoir contenir ces enfants et de pouvoir faire de sorte que ces enfants puissent également adopter les mesures barrières afin de ne pas se contaminer et contaminer les autres. Mais ça, j'avoue que ça ne sera pas si facile, mais avec le génie des éducatrices, puisque l'enseignant est un artisan après tout, ils sauront initier des méthodes appropriées pour pouvoir accompagner ces enfants. Je n'ai pas peur. Tout à fait. Alors, chers éducateurs, éducatrices, en tout cas surtout ceux du préscolaire et du primaire, vous êtes rassurés. Vous avez déjà fait l'expérience avec leurs aînés qui passaient l'examen du CEPD, donc ceux du CM2. Maintenant, c'est les tout petits, ça ne va pas être facile, oui c'est vrai, mais au fur et à mesure que vous les gérez, vous allez, comme vient de le dire M. Canetom, développer de nouvelles méthodes pour pouvoir mieux les contenir et éviter qu'ils se contaminent. Nous allons aborder maintenant un autre aspect de cette émission, la contribution ou les contributions de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Nous espérons que d'autres partenaires répondront à notre appel pour qu'eux aussi viennent nous dire qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce qu'ils comptent apporter comme contribution pour soutenir les efforts de l'État afin que l'année scolaire 2020-2021 puisse être une année scolaire réussie dans le contexte de la Covid bien entendu et une année scolaire apaisée. Avant que mes invités ne parlent des contributions, nous allons anticiper. C'est un dessin animé. Vous allez le suivre et vous allez apprécier. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation a confectionné pour contribuer à la sensibilisation. Je suis enfant ou jeune, je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Alors, félicitations à vous d'abord, Coalition nationale togolaise pour l'éducation, parce qu'on n'a pas vu encore une organisation qui a fait une action médiatique assez importante comme ça pour contribuer à la sensibilisation, parce que tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice, comme on le dit. Nous acceptons la félicitation. Il est question de sensibiliser tous les acteurs
en dehors des élèves qui sont prioritairement concernés par cette sensibilisation, eh bien, les enseignants aussi. Et nous allons voir quelles sont les autres contributions que vous avez commencé par apporter. Je vais laisser la parole à M. Kanetom, qui va nous parler d'une initiative qu'une des organisations membres de la coalition, la FESET, a menée le 5 octobre. De quoi il était question exactement? Merci. Il faut dire que c'est avec l'appui de la coalition nationale à partir de l'éducation à haute voix que la Fédération des syndicats de l'enseignement du Togo, FESET, a organisé une séance d'observation à l'ENES d'Atapamé avec les élèves professeurs pour tester leur capacité à pouvoir eux-mêmes en tant qu'enseignants se soumettre aux mesures barrières afin de dire que si eux ils savent se soumettre à cette mesure, c'est qu'ils pourront conduire les élèves qui leur seront confiés une fois rentrés dans l'établissement à pouvoir également se soumettre à ces mesures barrières. Donc que s'est-il passé exactement? C'est que nous avons placé un dispositif très simple constitué de sentinelles. Et ces sentinelles étaient postées un peu partout dans la cour comme dans la salle, dans les salles de classe. Nous étions là avant l'arrivée des élèves, professeurs. Au fur et à mesure qu'ils rentraient, il était question de voir la sentinelle qui était placée pour voir contrôler le port des cache-nez, essayer de constater ceux-là qui portaient très bien les cache-nez, ceux-là qui ne portaient pas très bien ces cache-nez, ceux-là qui n'en portaient pas du tout, et il les approchait le plus fraternellement possible pour les conduire à pouvoir respecter cette mesure. Cependant, il relevait discrètement le nombre de personnes défaillantes, et puis après, quand ils rentraient, une autre équipe était là pour constater que ces gens se soumettaient systématiquement au lavage de mains, puisqu'il y avait les dispositifs qui étaient disposés, et ceux qui enfreignaient étaient également approchés et étaient invités à aller corriger cela. Et dans la cour, il y a une autre équipe qui essayait de voir les rapports interpersonnels pour voir si la distanciation sociale était observée, s'il n'y avait pas d'attroupement, et puis ils ont essayé de corriger également ces éléments, tout en relevant le nombre de défaillances. Et le quatrième élément était de voir si ils pouvaient respecter les places assises dans les salles de classe en respectant la distanciation sociale. Et tous ces éléments ont maintenant fait l'objet d'un débat dans la salle où la situation a été présentée en donnant le nombre de personnes qui ne se sont pas soumises au port de cache-nez, le nombre de personnes qui ne se sont pas soumises au lavage systématique de mains, le nombre d'attroupements qui n'avaient pas respecté les distanciations sociales et le nombre de places assises. Et ça a éveillé ces enseignants de constater qu'ils doivent être eux-mêmes formés dans ce domaine et qu'ils sont porteurs de ce message pour aller corriger ça au niveau des élèves. Eux-mêmes étaient enclins à pouvoir oublier parce que ce n'est pas un réflexe qui est fixé sur leur chromosome, c'est une habitude qu'il faut adopter et c'est vite fait que cette habitude-là puisse par moments souffrir de choses d'acidité. Donc ça a permis d'ouvrir un débat et de présenter ce dispositif aux enseignants et voir si ce dispositif transmis dans les écoles pourrait être applicable. Sinon, qu'est-ce qu'il fallait apporter comme aménagement pour que ce dispositif puisse être intégré rapidement dans les écoles et soit exécuté à la fois par les enseignants, les élèves, pour les élèves, avec les élèves. Et ça a été une bonne expérience que nous avons menée. S'il y avait des possibilités, nous pouvions aller de région en région, multiplier ces expériences avec beaucoup d'enseignants. Une question de réveiller en eux ce réflexe et de les aider également à mettre en place ces dispositifs qui vont permettre d'éviter. Et ceci était notre façon de pouvoir ajouter à tout ce qui a été dit par rapport aux enseignants par rapport au thème qui a été choisi, enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. D'accord.
On aura l'occasion de revenir sur le thème de la Journée internationale des enseignants. Je reviens à vous, Madame Denise. On est en train de chelonner comme ça les contributions de la coalition. La FECET, nous l'avons dit, est membre de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Et dans le cadre de la célébration de la Journée des enseignants, ils ont pris cette initiative très louable qu'il a expliqué et qui nécessite d'être implémentée dans toutes les écoles pour permettre, n'est-ce pas, à tous les enseignants de contribuer à la sensibilisation et à adopter les mesures barrières. Alors, au niveau de la coalition, dans le cadre d'un des projets éducation à voix haute, vous avez regroupé les parents d'élèves pour les mettre à contribution dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid. Rappelez-nous un peu ce que ça fait. Nous savons tous que coronavirus ou Covid-19 est une maladie qui se transmet par contact. Et très tôt, la coalition s'est sentie interpellée. Cela nous a, dans un premier temps, amené à organiser une émission audiovisuelle ici sur le plateau de la TVT à l'endroit des enfants et jeunes pour qu'ils puissent comprendre l'urgence de la situation et les sensibiliser sur les mesures barrières. Et nous avons également reproduit un document qui était intitulé « Corona, qui es-tu ?» explique la maladie, comment la maladie se transmet, quelles sont les voies et moyens pour pouvoir... Les voies de transmission. Les voies de transmission d'abord et comment faire pour ne pas l'attraper. Ce livret a été reproduit grâce à l'appui de Éducation à voix haute, du Partenariat mondial pour l'éducation et de Oxfam Ibis. Nous avons voulu adapter le niveau de langage au niveau des enfants parce que nous venons de constater que les enfants sont les cibles les plus vulnérables, surtout les plus petits, les tout petits, et il faudrait qu'ils comprennent l'urgence de la situation. Et du coup, on a pensé à eux par la reproduction de ce livret écrit par Madame Sama, inspectrice de l'éducation. Vous avez distribué le document aux participants? Et le livret a été distribué de Lomé à Séquencé par le biais de nos conseils régionaux. Les conseils régionaux sont les coordinations dans les 6 régions éducatives du Togo de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Ils ont des lots qu'ils ont distribués aux directions régionales de l'éducation, aux inspections, aux parents d'élèves, même à nos OSC membres qui sont dans les régions en ont reçu copie. Et les communes? Et les communes également, parce que nous travaillons également dans le cadre de l'éducation à voix haute avec les communes. Les conseillers municipaux ont reçu et les parents d'élèves, les membres de COGEP. Bref, beaucoup d'acteurs ont reçu ce livret pour pouvoir continuer la sensibilisation, apporter notre contribution à la lutte. Parlant de la sensibilisation des parents pour la lutte contre le coronavirus, ça s'est passé à Sokodé avec les parents d'élèves venus de 3 régions éducatives du Togo, la région des Savanes, la région des Kara et centrale. Nous les avons regroupés pour débattre, pour discuter de comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir contribuer à la rentrée scolaire dans un contexte de coronavirus. Et les discussions nous ont permis d'élaborer un plan d'action pour chaque région et ce plan, la mise en œuvre de ce plan d'action va permettre aux parents d'élèves de ces 3 régions-là de continuer la sensibilisation de leurs pairs, de toute la communauté éducative sur l'adoption des mesures barrières. Et nous avons également insisté sur la protection des enfants handicapés qui sont les vulnérables des vulnérables en ces temps de Covid-19. Alors, oui, vous avez compris. Marcel, je voudrais aborder pour dire que le document dont elle fait allusion est un document qui est écrit dans un français accessible aux enfants de 0 à 9 ans et pour permettre également à tout adulte qui prend contact avec ce document de savoir quelle expression utiliser pour pouvoir faire comprendre la maladie à l'enfant et l'amener à se porter volontaire, à prendre des dispositions pour l'éviter. C'est pourquoi tout de suite quand vous parlez du jardin d'enfants, je disais
qu'il y a le génie, appuyé avec ce document, les enseignantes, les éducatrices seront à même de pouvoir conduire. Bon, ce n'est pas fini également. Vous savez, la coalition a beaucoup de partenaires. Il y a un autre partenaire qui a appuyé la coalition, et la coalition dans le cadre de la contribution a doté, vous savez que nous avons à la coalition monté un projet que nous appelons éducation inclusive pour les enfants handicapés et qui se passe à Notien, où nous avons 38 écoles publiques qui abritent aujourd'hui près de 193 élèves handicapés, toutes déficiences confondues. Et nous avons constaté qu'avec l'avènement de la Covid, beaucoup de dispositions ont été prises et des mesures pour pouvoir aider les uns les autres à se protéger contre la Covid ont été mises en branle. Mais nous avons constaté que spécifiquement, c'est comme si les enfants handicapés n'ont pas été impliqués dans toutes ces dispositions, des mesures que l'État a prises. On les noyait dans tous ces ensembles. La coalition a pensé avec son collaborateur premier CBM et un plaidoyer a été fait. Un plaidoyer a été fait et un financement a été alloué par BMZ d'Allemagne, et ça a permis à la coalition au jour d'aujourd'hui de doter ces 38 écoles de 81 systèmes de lave-mains et de pouvoir également penser à équiper les écoles de ces dispositifs de lave-mains, de les équiper en gel et de les donner, d'équiper ces écoles également en cache-nez pour permettre à chacun de ces enfants handicapés et certains de leurs collaborateurs de disposer de 2 cache-nez lavables. Et il y a également 402 kits alimentaires qui ont été constitués pour soutenir les familles, les enfants et leurs familles en ce temps de rentrée qui s'annonce. Donc tout ça a été mobilisé par la Coalition nationale togolaise pour tous, qui a fait la remise officielle de ces différents éléments le lundi 19 passé. Nous allons vous donner l'opportunité de revivre l'événement à travers le reportage qui a été diffusé à la télévision togolaise. Le don composé de 81 dispositifs de lave-mains, de 2000 masques lavables et de 402 kits alimentaires pour les enfants handicapés, le tout pour un montant de 13 millions de francs CFA, a été réceptionné par le chef d'inspection préscolaire et primaire de Haro, des mains de la représentante de CBM au Togo. Ce lot de matériel s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, afin que les enfants handicapés soient soutenus spécifiquement, puisqu'il y a des actions qui se mènent sur le terrain, mais ils font partie des vulnérables oubliés. Donc nous avons particulièrement pensé à eux. Ils vont se protéger, mais également pour soutenir leurs familles au cours de cette rentrée. À ce jour, nous devons comprendre que les enfants handicapés ont tous le droit d'aller à l'école. Donc que les parents acceptent la condition de leurs enfants et ne plus les cacher pour que ces enfants puissent sortir et s'épanouir également. Au nom de la Direction régionale de l'éducation des plateaux, le chef d'inspection préscolaire et primaire a témoigné au nom des 38 écoles primaires bénéficiaires la gratitude à BMZ. Depuis que la rentrée s'approche, on se demande comment on va se prendre pour que les élèves puissent être à l'aise, pour que les enseignants puissent être à l'aise. Je pense que le lot de matériel qui nous est offert nous rassure que l'école, du moins dans les 38 écoles, les classes vont démarrer sans problème, puisqu'il y aura des dispositifs de lave-mains, il y aura le gel hydroalcoolique, tous les enfants auront des masques. Donc je pense que tout est déjà réuni pour un bon démarrage des classes dans ces 38 écoles. Et je pense que ça va être la même dans les autres écoles, puisque le gouvernement est à pied d'œuvre pour mettre à disposition de toutes les écoles le nécessaire pour faire une bonne classe en période de Covid-19. Les chefs cantons de Notien, les maires de communes Haro 1 et 3 et la préfecture ont aussi bénéficié d'un kit sanitaire anti-Covid. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet éducation inclusive financé par BMZ et piloté par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, appuyée par CBM Togo Bénin.
Nous allons aborder une autre manche donc, de cette émission. Vous savez qu'une organisation de la société civile a pour mission aussi d'attirer l'attention de l'État sur des points de préoccupation. Nous allons commencer d'abord par la disponibilité du matériel anti-Covid dans les établissements scolaires. Quelles sont vos préoccupations et vos suggestions que vous voulez faire à l'autorité éducative? Ah oui, elles sont nombreuses. Il faut commencer par constater que l'État fait beaucoup d'efforts, mais à ce jour, le nombre de dispositifs de Covid-19 dans l'établissement est insuffisant. Donc il va falloir plus d'efforts pour que toutes les écoles soient équipées. Il y a certains établissements, surtout dans les zones rurales, qui ne sont pas, ou bien les zones enclavées, qui n'ont pas ce jour des dispositifs de lave-mains. Ensuite, il y a également un retard dans la dotation de ces choses-là, de ce matériel dans certaines écoles. Et il faut dire également que nous avons fait le tour, nous avons constaté que certains de ces matériels ne sont pas surtout très adaptés aux petits. C'est pourquoi nous, à la coalition, quand nous avons voulu équiper les établissements, nous avons donné deux types de dispositifs. Un dispositif qui peut être utilisé par tout le monde et un dispositif adapté à tous les élèves et surtout aux enfants handicapés pour que chose. Il y a également ce problème de non-disponibilité d'eau dans certaines écoles et nous avons pensé que si on a défaut de pouvoir équiper ces écoles de forage, est-ce qu'on ne pouvait pas par exemple mettre des polytanks et les approvisionner périodiquement pour que de l'eau puisse être en continu dans les écoles pour permettre aux enfants de pouvoir vraiment s'acquitter de ce luxe d'éviter la pandémie et d'aller très bien dans leurs écoles. Alors, Madame Denise, oui, M. Caneton vient de le dire, hein, le matériel Covid n'est pas suffisant dans les établissements. Ça, c'est une réalité parce que quand l'État avait doté les écoles de matériel anti-Covid, en tout cas de dispositifs de lave-mains, c'était dans le cadre de la préparation des examens. Maintenant qu'une frange importante des élèves va entrer à l'école, il faut augmenter le nombre de ces kits, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut justement augmenter le nombre de ces kits parce que lorsque nous prenons par exemple un groupe scolaire qui est composé de 6 classes et du CP1 jusqu'au CM1, il faudrait faire en sorte qu'il y ait des dispositifs de lave-mains qui peuvent servir et tous ces élèves-là du CP1 jusqu'au CM1. Et dans la plupart des écoles où nous nous sommes passés, parce que la semaine dernière nous étions dans quelques établissements dans le cadre de nos activités dans la maritime, et dans les plateaux. Nous avons constaté que les dispositifs qui sont donnés aux écoles, justement M. Caneton vient de le dire, ne sont pas du tout adaptés aux tout petits. Et c'est vrai que c'est donné tout récemment, mais il y en a qui sont déjà gâtés parce que la rouille, etc., les dérangeait, etc. Et il faudrait faire en sorte que les dispositifs soient suffisants et il faut faire en sorte qu'on ait l'eau pour pouvoir les utiliser. Qu'est-ce que vous suggérez à l'État en termes de dispositifs de matériel anti-Covid? Quelle suggestion vous faites à l'État? Nous savons que les collèges d'enseignement technique quand même ont l'expertise dans la fabrication, ou bien? Oui, bon, nous avons dit ces dispositifs, peut-être qu'ils vont trouver que ces dispositifs vont coûter trop cher. Nous disons, bon, pour amoindrir les coûts, nous attirons l'attention de l'État sur le fait que nous avons, si généreusement, des centres, des écoles, des collèges d'enseignement technique, où il y a des filières où nous trouvons des élèves qui peuvent facilement aider à la production, à la fabrication, à la confection de ces dispositifs pour peu qu'on leur fournisse du matériel. Et ce serait également une part pour eux de pouvoir disposer de tranches d'heures de travaux pratiques ajoutés à ce qu'ils font théoriquement. Et nous avons des ministères transversaux qui accompagnent l'État, qui peut également intervenir dans ces trucs-là, que si on les mettait à contribution, je pense
pense que l'État pourrait trouver la possibilité de pouvoir effectivement fabriquer en même quantité ces dispositifs de lave-mains et les distribuer dans les écoles. Et ensuite, comme nous parlons du manque d'eau, il suffisait seulement également de disposer des polytanks dans les écoles. Il y a un ministère qui s'occupe de l'eau. Pourquoi ne pas trouver par exemple un camion qui passe régulièrement approvisionner sur des polytanks en eau pour que dans les écoles nous pouvions disposer de cette denrée qui est le début et l'aboutissement de la protection de la maladie de la Covid. Donc la coalition a fait un certain nombre de réflexions autour de ces trucs et dispose aujourd'hui d'un document qu'il peut les soumettre aux autorités de l'éducation puis aux autres ministères pour voir comment nous pouvons conjuguer ensemble les efforts afin que la reprise de 2 novembre soit zéro contamination dans les écoles. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train d'aborder la question de la disponibilité aussi bien du kit de lavage de mains et de la disponibilité de l'eau pour assurer de toute façon les enseignants et les élèves et les parents aussi que toutes les dispositions finalement seront prises afin que les enfants ne manquent pas ni de l'un ou de l'autre élément devant concourir à la protection contre la Covid. Et les informations que nous avons reçues de certains chefs d'établissement, c'est que dans la subvention que l'État alloue, surtout quand il s'agit des écoles primaires, dans la subvention que l'État alloue aux écoles, l'État a mis en même temps le montant devant servir à l'achat du kit de lavage. Donc ce n'est pas forcément que le ministère va faire la commande et convoyer, mais à partir de la subvention, les chefs d'établissement vont voir sur place les artisans ou les vendeurs de toute façon de ces kits-là pour que leurs établissements puissent en disposer. Et comme vient de le dire M. Canetom pour la question de l'eau, aujourd'hui, à partir du séminaire gouvernemental que nous avons suivi ensemble à la télévision, le chef de l'État a demandé à tous les ministres de faire en sorte que tous les ministres puissent travailler de façon synergique pour contribuer à l'avancement, pour contribuer à la résilience, pour contribuer à l'inclusion. Ce serait bien que les autres ministères à fonction transversale de l'éducation, comme le ministère de l'eau par exemple, puissent voir dans quelle mesure ce ministère-là peut contribuer à disponibiliser l'eau dans les écoles. Et sans oublier l'apport des parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui, les parents d'élèves, ils en font beaucoup, mais avec la Covid, ils seront encore beaucoup plus sollicités, de toute façon, pour contribuer à disponibiliser l'eau. En tout cas, toute contribution qui peut aider l'école. Nous allons aborder encore 2 autres points de contribution de la coalition. Nous savons que le problème du double flux est annoncé par le ministre, parce qu'il y a certains établissements à effectifs pléthoriques. Monsieur Caneton, vous avez été enseignant, alors vous pouvez mieux nous expliquer comment ça va se passer? Je pense que pour ce qui concerne l'exécution des programmes, des contenus des programmes au cours de l'année, le problème ne va pas tellement se poser parce que le système de double flux ou de double vacation a fait déjà ses preuves dans le temps. Ce n'est pas seulement en période Covid, mais ça a fait ses preuves dans le temps et ça a donné des résultats. Mais ce que nous déplorons ici, c'est que les écoles sont à plusieurs vitesses. Il y a des écoles, des établissements où ce problème ne va pas se poser vu l'effectif restreint qui se trouve dans ces établissements. Mais dans certains établissements, par contre, il y aura tellement de problèmes que va poser l'insuffisance de l'infrastructure. Donc les infrastructures seront vraiment insuffisantes parce que vous prenez par exemple dans une école où dans une salle de classe on avait 100 à 180 élèves. Même si on fait l'effort de contenir 60, il faudra faire 3 vacations. Donc alors que nous ne parlons que de double flux. Le double flux, ça veut dire qu'une cohorte vient le matin, une cohorte l'après-midi et une autre cohorte ne trouvera pas à se plancher le même jour. Donc, ce sera le jour prochain que la cohorte là viendra pour aller à l'école. Donc, ça va affecter un peu le truc là. Il y a également que, même s'il y avait aujourd'hui beaucoup de salles de classe, il y aura un problème d'effectifs parce que déjà à l'heure où nous sommes, il y a un manque criard d'enseignants, sans même dire que si on enlevait
les enseignants volontaires et les enseignants recrutés par les parents, l'effectif des enseignants recrutés par l'État est insuffisant. Il faut penser également à cet élément, puisqu'il y a eu des gymnastiques qui prévoient que les écoles puissent fonctionner jusqu'à samedi, les mercredis soirs y compris. Donc, si nous devons aller dans cette logique, il va falloir que nous pensions à beaucoup de recrutement pour pouvoir compenser cela. Il y a également que toutes ces dispositions appellent encore à des problèmes financiers, parce que ça va créer des heures supplémentaires et ces heures supplémentaires sont obligées d'être compensées financièrement pour pouvoir assouvir les peines que les gens vont essayer. Et quand nous parlons de recrutement, ça pose un problème d'encadrement de formation. Et quand on pose le problème d'encadrement de formation, ça pose le problème du personnel d'encadrement, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs, qui sont vraiment un nombre très insuffisant. Si vraiment nous devons nous lancer dans cela, il faut penser également à comment faire pour pouvoir augmenter ce truc-là. Et puis, il faut également dire que le système éducatif n'est pas seulement constitué des écoles publiques, il y a des écoles privées confessionnelles et privées laïques. Donc, ils doivent se conformer ils doivent également se conformer à ce dispositif. Sinon, il y a aussi de ces écoles-là dont l'effectif est très élevé et qui nécessite également cet élément de double flux. Et c'est là où le suivi par le personnel d'encadrement pour s'assurer que les écoles privées aussi adoptent les mêmes mesures. Parce que c'est des citoyens togolais, il ne faut pas qu'eux aussi ils se contaminent. Tout à fait, vous l'avez vu. Donc, c'est des éléments sur lesquels nous avons également réfléchi et que nous avons proposé comme point d'attention à l'État, afin que nous puissions tous être sûrs que nous allons sûrement et certainement vers une rentrée scolaire où les élèves seront accueillis dans un cadre serein. Tous les élèves seront accueillis dans un cadre qui garantit une protection suffisante, où tous les enfants seront accueillis dans un cadre propice aux apprentissages et dans un cadre où tous ces enfants-là et le personnel vont évoluer vers un système éducatif de qualité. Tout à fait. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Je vais donner le dernier mot à Madame Denise. C'est un plaidoyer que nous faisons à l'endroit du gouvernement. Monsieur Caniton vient de dire qu'il y a quelques années, le gouvernement n'a plus organisé des concours de recrutement des enseignants. Des enseignants, même des inspecteurs. Voilà. Et c'est un plaidoyer. Et des conseils pédagogiques. Justement, oui. Donc nous faisons un plaidoyer pour que le gouvernement organise ces concours de recrutement pour que nous ayons des enseignants en nombre suffisant, mais aussi des enseignants de qualité. Et nous plaidons également pour que les discussions continuent autour du protocole d'accord et enseignant-gouvernement pour que des consensus soient trouvés, pour que nous ayons une année scolaire apaisée et pour le bien de nos élèves et pour le bien de nos enfants. Nous tenons à dire merci à nos deux invités, M. Caniton, Mme Denise. Les deux viennent de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, une fêtière qui regroupe les organisations actives dans le domaine de l'éducation et qui travaille aux côtés de l'État pour contribuer à la mise en œuvre des 7 cibles de l'ODD 4, pour contribuer à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation à travers la mobilisation des ressources pour des actions concrètes sur le terrain. Nous avons parlé de certaines déjà, et à travers des propositions aussi, avec des suggestions et des plaidoyers pour que des propositions constructives, bien entendu, pour que nous puissions avoir une rentrée scolaire réussie, pour que nous puissions avoir une éducation de qualité. C'est sur ce mot que nous vous disons merci, mais le merci viendra tout à l'heure de ces élèves. On va tout à l'heure aborder les 2 dernières rubriques de l'émission Débat Éducation.
Nous retenons dans Actu Éducation le premier élément. Comment devient-on champion du changement? Qu'est-ce que cela signifie? L'ONG Plan International Togo a réuni les ONG de mise en œuvre du projet de renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre. À Blitas, un atelier de restitution sur le diagnostic organisationnel réalisé par Plan International Togo au profit des ONG de mise en œuvre du projet de renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre. Suivant certains intervenants. Pour qu'une démocratie puisse vivre, se développer et bénéficier à tout le monde, il faut qu'il y ait des organisations de la société civile efficaces, dynamiques et fortes et qui contribuent à cette démocratie-là dans tous les pays. La deuxième raison, c'est que nous travaillons avec des partenaires qui doivent s'approprier le travail que nous faisons avec eux dans le but de faire le plaidoyer efficacement pour la jouissance des droits des garçons et des jeunes, surtout les filles et les jeunes femmes. Donc le diagnostic organisationnel, c'est l'étape première pour aller vers le renforcement de la société civile, parce que le diagnostic révèle des insuffisances, mais aussi des forces que les OSC disposent, sur lesquelles on peut bâtir en vue de leur renforcement. Donc c'est la base du renforcement de la société civile dans notre manière de faire, dans notre procédure. Donc c'est très important de passer par là. Par rapport aux éléments de faiblesse, nous n'avons pas souvent fait la revue annuelle de notre plan stratégique, par exemple. Et ça, c'est des difficultés liées à la finance. Si nous prenons des engagements en tant qu'organisation de la société civile et nous transcrivons les recommandations en action, nous serons davantage renforcés et être au niveau souhaité en tant que société civile plus forte. En ce qui concerne notre organisation, comme le point fort, c'est la gouvernance. La gouvernance sur l'existence légale, les tests organiques, les documents ou les différentes politiques qui existent. Mais en termes de faiblesse, il faut aussi être honnête pour le dire. Le conseil d'administration actuel est composé uniquement d'hommes. Il faut donc, dans les jours à venir, organiser une assemblée générale et pouvoir donner la chance aussi aux femmes de s'exprimer et ou de pouvoir démontrer leur expertise ou capacité au sein d'une organisation de la société civile. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a formé 30 cadres de concertation dans les communes sur les questions éducatives. Ils viennent des communes Cloto 1, Ogou 1, Lac 2, Yoto 2, Golfe 6 et Agoué 5. Tous, ils étaient 30, donc en raison de 5 par commune. Tous ont été renforcés sur leur mission éducative et sur la planification opérationnelle. Suivant certains participants. Cet atelier nous a permis de cerner les problèmes, les défis éducatifs et qu'on ignorait. Aujourd'hui, nous sommes outillés en sachant comment concevoir un plan d'action communal. Cela incombe à tous les cadres de concertation qui ont été mis sur pied et cela m'a marqué. Je sais désormais comment aborder les problèmes, comment mener des démarches au sein du cadre de concertation, toujours en lien avec les services déconcentrés. Je vais parler de ma direction régionale. Nous venons d'assister à un atelier sur les plans d'action communaux. Bien sûr, relatif, n'est-ce pas, à la gestion de l'éducation dans nos communes. Moi, dans ma qualité de représentant des parents d'élèves de Plateau Ouest, c'est un atelier qui vient à point nommé. Ça m'a réveillé beaucoup sur le rôle des parents. Le rôle des parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'ils doivent aider, n'est-ce pas, les enseignants, les inspecteurs, tout le monde de la commune à aider leurs enfants à réussir. C'est ça que j'ai compris. Donc au retour, au niveau du plan d'action de la commune, nous ferons un effort pour réserver aussi, n'est-ce pas, une partie aux parents et on doit aller sensibiliser les parents sur leur rôle, sur leur mission, sur comment aider le système éducatif à réussir.
Et dans ce cadre, on fera un effort pour que, surtout au niveau, n'est-ce pas, de nos filles, qu'on fasse un effort pour qu'elles tombent moins en grossesse et qu'elles réussissent aussi mieux que les garçons. Je suis vraiment très content pour l'atelier de la concertation des cadres. C'est très important pour nous, puisque dans notre commune, il y a une commission qui prend en charge l'éducation. Mais nous ne sommes pas formés sur des bases de compétences pour pouvoir gérer. Mais avec cette cadre de consultation, ça nous a encore donné beaucoup de compétences pour pouvoir faire face aux défis de l'éducation dans notre commune. Par exemple, les jeunes filles déscolarisées, comment allons-nous faire pour les faire venir au programme? Les écoles, comment allons-nous faire pour que le travail marche comme ça se doit? Comment nous allons faire pour avoir de bons résultats? Donc le cadre nous a donné toutes les pistes. Enfin, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, et de la formation professionnelle et de l'artisanat a procédé à la nomination des nouveaux directeurs en remplacement à ceux qui étaient à la retraite. Ils étaient environ 9 qui étaient à la retraite et aussitôt qu'il a pris fonction, il les a remplacés. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne rentrée scolaire à nos élèves et n'oubliez pas les mesures barrières contre la Covid. Et ça nous amène à reprendre encore cet élément de sensibilisation que la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a proposé. Donc c'est sur cette sensibilisation que nous vous disons au revoir et à la prochaine. Je suis enfant ou jeune, je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples.